Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci pour votre présence à nouveau sur ce 28e Facebook Live du 27 mai 2025, troisième saison, épisode 5. Voilà, maintenant presque 3 ans que nous nous voyons chaque mois au moins en direct ou des mois derrière ces écrans-là, en plus bien sûr du reste de nos rencontres. L'occasion pour moi, vous le savez, chaque fois de répondre à vos questions en direct ou celles que vous m'aurez envoyées dans les jours qui précèdent sur direct@ales.fr. Encore cette fois-ci, beaucoup de questions sont arrivées avant, donc on va voir celles qui vont arriver en direct. Avant toute chose, nous sommes donc à la veille du début de la Feria 2025, qui va donc débuter demain, en fin d'après-midi, inauguration à 18 h, et puis jusqu'à dimanche midi, et dimanche après-midi sur la place de la mairie, beaucoup de festivités, beaucoup d'animations, que ce soit en ville, que ce soit aux arènes, que ce soit un peu partout, un temps pour nous tous d'oublier un peu nos soucis du quotidien, de faire la fête, tout simplement, de nous rencontrer, de manger une bonne paella dans les bodegas des associations, de boire avec modération une petite sangria ou une petite bière. Donc voilà, à quelques heures du commencement de cette feria, j'espère que nous serons très très nombreux dans les rues d'Alès. La météo est avec nous cette année et que nous pourrons donc nous rencontrer, échanger bien sûr, et puis comme je le disais tout à l'heure, surtout faire la fête. Nous en avons bien besoin par les temps qui courent, parce qu'effectivement, cette époque est un peu troublée et le monde dans lequel nous vivons est assez tourmenté en ce moment, donc au moins que nous ayons ces 4 jours de festivités, c'est du moins ce que je souhaite, donc rendez-vous durant ces 4 jours en centre-ville d'Alès. Autre élément aujourd'hui, avant d'attaquer les réponses aux questions, donc c'était l'occasion pour nous de faire notre nouvelle réunion de quartier, c'était au quartier de Rochebelle, Cauvel-la-Royale. Alors, record de participation, un peu plus de 150 personnes sont venues à notre rencontre pour nous exposer leurs problématiques ou faire part de leur satisfaction. C'est aussi agréable parfois de voir des personnes qui viennent juste nous saluer pour nous dire qu'elles étaient satisfaites, qu'on s'occupe de leur quartier. Beaucoup de problématiques. Si je vous parle de cette réunion de quartier d'aujourd'hui même, c'est pour vous dire que effectivement sur ce quartier de Rochebelle qui va connaître dans les prochains mois et les prochaines années d'importants travaux dans le cadre de la rénovation urbaine, nous avons rencontré quand même un certain nombre de problématiques liées à la gestion de nos ordures. Oui, je vous en parle souvent, et beaucoup trop de dépôts sauvages à proximité soit des poubelles ou autres. Donc j'en profite pour vous rappeler une nouvelle fois que bien sûr il est formellement interdit de déposer quoi que ce soit sur la voie publique, à l'exception bien sûr de ces poubelles ménagères, après avoir fait le tri, je vous le rappelle, donc dans les bacs prévus à cet effet. Concernant les encombrants, beaucoup trop nombreux, notamment sur ce quartier, je vous rappelle aussi que nous avons un service d'encombrants qu'il faut téléphoner. Vous téléphonez au numéro vert, on va vous donner des rendez-vous et vous sortirez les affaires, les encombrants, la veille au soir, afin qu'ils ne restent pas trop longtemps sur les trottoirs et que ça ne devienne pas, je ne sais pas moi, de quoi y mettre le feu, de quoi faire faire des bêtises avec. Voilà, merci d'être très vigilant. Je rappelle d'ailleurs que tout dépôt sauvage est passible d'une amende de 1500 euros. 1500 euros, hein, c'est énorme. Que, effectivement, vous le savez, je ne suis pas là pour vous verbaliser, mais lorsqu'il faut le faire, ma main ne tremblera pas parce que il s'agit du vivre ensemble et il s'agit effectivement comment dire, juste de faire un petit effort, sachant qu'en plus, on ramasse vos encombrants et que vous avez à vos dispositions les déchetteries d'Alès Agglomération qui sont à votre disposition pour recevoir tout ce qui n'est pas poubelle d'ordures ménagères. Voilà, il y avait d'autres sujets, mais je crois que j'ai des questions d'ailleurs qui s'y rapportent. Allez, les questions arrivent. Hello, Chris Matt. Bonjour Monsieur Rivagne, je découvre en direct. Merci pour ce live qui permet à chaque citoyen de pouvoir échanger sur notre belle ville d'Alès. Je crois avec sérénité en l'évolution de notre agglomération, en un développement la deux fois de voies Alès-Nîmes. L'universitarisation qui permettra à mon sens de solutionner indirectement la problématique économique immobilière d'accès aux soins de notre bassin alésien. Merci à vous pour votre travail quotidien, vos concessions avec l'ensemble des élus et des services municipaux. Nous avons un grand honneur d'avoir un maire d'Alès aussi investi. Encore merci Elodie Christophe Rocher. Ah bah écoutez,
C'est une bonne entame de ce Facebook Live. Alors merci, chère Elodie et cher Christophe, semble-t-il. Oui, effectivement, je crois que c'est aussi la force des territoires et des élus locaux de proximité. Nous sommes là pour vous faciliter la vie autant que faire se peut avec nos moyens, qui sont les moyens budgétaires, vous savez, de plus en plus contraints. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler par du bon sens, effectivement, et nous sommes là. Effectivement, vous parlez de la deux fois deux voies, de l'université. Vous savez que ça fait partie des dossiers importants que j'essaie de porter. Concernant la deux fois deux voies à l'ESNIM, nous continuons à nous battre. D'ailleurs, avec l'ensemble des forces politiques du département, aussi bien sûr Nîmes Métropole que le département du Gard et la région. C'est pas simple, hein, parce que l'État est exsangue, vous le savez, financièrement. Nous nous battons pour faire avancer notamment le contournement ouest de Nîmes. Les choses avancent, mais pas assez vite à mon goût. Et effectivement, je continuerai inlassablement à défendre ce dossier que je crois prioritaire, vous le dites, hein, pour l'amélioration économique de notre territoire, donc bien sûr de ses habitants. Concernant l'université, vous me permettez aussi du coup de faire un point euh, avec vous sur ce dossier. Je vous avais dit il y a maintenant plusieurs mois, en accord avec le président de l'université de Nîmes, dans le cadre du conseil de l'enseignement supérieur et du post-bac que j'ai mis en place sur l'agglo, que nous travaillons à l'ouverture de sections universitaires le plus rapidement possible sur le territoire, permettant ainsi à un grand nombre de nos jeunes de pouvoir poursuivre après le bac. Je vous l'ai dit aussi, nous avons beaucoup trop de jeunes qui abandonnent après le bac, hein, quasiment un jeune bachelier sur deux ne poursuit pas ses études, c'est pour moi inacceptable. Hein, c'est pour diverses raisons d'ailleurs, hein, quand on les interroge, certains veulent travailler, certains n'aiment pas les études, d'autres n'ont pas les moyens d'aller à Montpellier, à Nîmes ou à Paris pour suivre leurs études, et d'autres avec comment ça s'appelle, l'orientation qui est proposée avant le bac ne trouve pas en fait l'établissement qu'ils souhaitent. Sachez qu'aujourd'hui quand même nous avons plus de 1000 places de post-bac sur le territoire, hein, aussi bien en formation initiale qu'en formation par alternance. Je suis un grand défenseur de l'alternance, de l'apprentissage, qui nous permet aujourd'hui sur le territoire d'aller jusqu'au diplôme d'ingénieur à l'école des mines, hein, qui se fait par alternance également, en filière initiale et par alternance, mais des licences, des maîtrises. On a ouvert nous-mêmes des maîtrises, des masters, on dit aujourd'hui, pardon, des masters en informatique. Voilà, il y a de quoi quand même pouvoir étudier sur le territoire. Donc je continuerai à me battre et je suis très optimiste dès que le gouvernement, là aussi, et l'État français aura financé ces ouvertures, avec l'aide bien sûr de la ville et de l'agglo, nous ouvrirons cela. Concernant la dynamique, puisque vous en parlez, merci de me permettre de vous dire que effectivement cette dynamique semble se poursuivre sur l'arrivée toujours en nombre toujours plus important de nouveaux Alésiens qui nous rejoignent, plus de 1000 par an, c'est énorme. Nous sommes la ville d'Alès la plus dynamique démographiquement de France, avec plus de 1000 habitants supplémentaires par an depuis 6 ans. Ça fait quasiment 6000 nouveaux habitants. C'est des personnes de tous âges qui viennent, hein, pas que des seniors, et nous sommes très heureux d'accueillir des seniors qui reviennent là aussi à leur ville d'origine ou qui font le choix de venir vers le sud. J'en ai croisé pas plus tard que la semaine dernière encore en ville, venant d'Orléans, et me disant leur bonheur de vivre à Alès, mais aussi des jeunes familles, puisque j'ai eu l'occasion de le dire à l'occasion de mardi dernier de la remise des prix Alès Sodage, donc je vais vous dire deux mots aussi. C'est une augmentation de 13% des jeunes de 16 à 29 ans ces 6 dernières années sur le territoire. Donc quand on dit que Alès et le territoire d'Alès, il y a de moins en moins de jeunes, il y a de plus en plus de seniors. Oui, il y a des seniors, nous sommes très heureux, je l'ai dit, parce qu'il y a du pouvoir d'achat, il y a des services pour les seniors, ils ont souvent plus de moyens malheureusement que leurs propres enfants. Mais nous avons de plus en plus de jeunes parce qu'on s'aperçoit là aussi que globalement, vivre sur un territoire à taille humaine comme le nôtre, pour les jeunes, est plus rassurant que de vivre dans les grandes métropoles. Donc on a de plus en plus de jeunes qui veulent rester. Et pour rester, il faut qu'ils trouvent un travail, un logement. Et c'est vrai aussi, comme je le répète souvent, que habiter sur un territoire comme Alès revient moins cher, hein, que d'habiter dans des grandes villes, et donc que le pouvoir d'achat est de ce fait amélioré. Voilà, encore faut-il que tous ces jeunes trouvent un travail, et c'est ce à quoi nous essayons d'œuvrer, en lien bien sûr avec les entreprises, mais je le dis, je le redis, je le répète aux jeunes que je rencontre,
plus on fait d'études, plus quand même on a de chances de trouver un métier à sa convenance, un travail. Voilà, donc ici, il y a de quoi, notamment pour ceux qui n'aiment pas trop les études, en apprentissage ou en alternance, de faire une carrière sur le territoire, sachant, vous le savez, qu'au cours d'une vie maintenant, on exercera en moyenne 3 métiers, semble-t-il, et donc il faut se préparer à tout cela. Donc merci pour cette question, chère Élodie et Christophe Rocher, et surtout pour votre message d'encouragement. Je vous le disais, ça me permet de vous en parler aussi. La semaine dernière, nous avons une très très belle cérémonie de remise des prix à l'ES Audace. C'est important. C'est vrai que bon, il y avait quand même plus de 500 personnes au Cratère Théâtre. L'occasion de distinguer des projets audacieux déposés par plus d'une centaine de dossiers déposés. Et cette année, j'avais souhaité faire un défi jeune. Donc permettre à des jeunes de nous faire part de leurs projets. Donc il y a eu de très beaux projets qui ont été primés. Je vous rappelle, hein, c'est quand même 130 000 euros qui sont distribués à ces lauréats. Hein. 130 000 euros, c'est beaucoup d'argent pour certains, avec un premier prix du concours général pour Jonathan Russier, qui a été assez plébiscité, des prix du public, beaucoup de prix d'ailleurs autour du durable, autour du maintien de la qualité de notre environnement. Je crois que c'est un label aujourd'hui sur le territoire qui est de plus en plus fort. Il y a vraiment une appétence aujourd'hui pour cela. Voilà, voilà. Mika Mendes, bonsoir, monsieur, génial, les lignes, allez-y, 7 et 8. Ben oui, vous voyez, cher Mika. Ça aussi, c'est le fruit des rencontres sur les quartiers. Alors, les lignes 7 et les lignes 8, c'est les lignes qui vont au Brésil d'un côté, de l'autre côté à Conillère jusqu'au Rieux. C'est des lignes de bus qui n'existaient pas. C'était les deux seuls quartiers aujourd'hui qui n'étaient pas couverts par des lignes. J'ai eu beaucoup de demandes en ce sens. Et avec le syndicat, j'ai décidé d'ouvrir ces lignes qui semblent bien fonctionner d'ailleurs, notamment sur Conillère, hein, où il y a beaucoup de logements et pour descendre en ville de façon assez simple, et sur le Brésil aussi, où il y a de plus en plus de personnes âgées qui ont besoin de pouvoir se rendre en ville. Et donc ces lignes 7 et 8 sont, pour l'instant, on va dire, très empruntées, et je pense que ça va se développer. J'en profite pour vous dire que dans Alès Aglo, l'émission de mardi prochain, donc il y aura un sujet sur la mobilité. J'aurai l'occasion de développer un peu tout ce qui a été fait, tout ce que nous faisons, tout ce que nous allons faire. Depuis 2020, j'ai pris la décision de créer 80 soit nouvelles lignes, soit renforcement de fréquences à la demande des habitants. Vous savez, on essaie d'être vraiment dans l'observation. Je vous rappelle juste quelque chose. Bien sûr, c'est que lorsqu'on paye son ticket de bus 1,10 €, 1,20 €, ça ne couvre qu'à peine 10% du coût de ce transport, hein, puisque c'est un budget de 17 millions d'euros chaque année, et que les recettes propres sont de l'ordre d'1,5 million, 1,6 million. Donc vous voyez, il y a 9 dixièmes qui sont payés par d'autres, en l'occurrence généralement par les entreprises, par la région et l'agglo, le reste étant payé par les billets. Donc le transport public est nécessaire, mais c'est quelque chose qui coûte très cher. D'ailleurs, je vais relancer dans quelques mois, comme je l'avais fait à l'époque comme directeur général, mais avec Max Roustan en 2018, pour expliquer vraiment ce coût des services publics, que chacun d'entre nous prenne conscience que pour protéger ces services publics de proximité, il va falloir aussi bien en comprendre leur coût, et donc essayer de les préserver, les protéger. On parle souvent des ordures ménagères, hein, où mieux on trie, plus on protège nos finances et notre environnement. Mais il en va de même pour tout. J'en veux pour preuve, par exemple, en ce moment, il y a les inscriptions dans les ALSH, donc dans les centres de loisirs pour cet été. Il n'y a pas des places en nombre suffisant. Je négocie bien sûr avec la CAF pour ouvrir des places, mais il faut du personnel formé, il faut des lieux pour recevoir les gens. Il y a 7-8 ans, il restait chaque année des places de disponibles. Aujourd'hui, il y en a moins. Preuve qu'il y a plus d'enfants ou plus de parents qui travaillent et qui doivent trouver des modes de garde pour leurs enfants. C'est pas simple. Je sais que ça râle un peu parce que il faut être au tout départ pour s'inscrire. On a des logiciels qui sont connectés avec ceux de la CAF, ne sont pas très simples. Et voilà. Et là, j'en appelle aussi au civisme. Ça veut dire qu'on ne réserve les places que lorsqu'on a besoin. Parce que si on réserve une place et qu'on n'y met pas son enfant, c'est une place en moins pour quelqu'un qui n'aura pas de place. Donc tout ça, c'est du civisme, et tout ça, on doit petit à petit, les uns et les autres, travailler pour, pour vraiment protéger ces services publics qui sont plus que nécessaires.
aujourd'hui et que je souhaite continuer à maintenir et à développer. Vous le savez, je vous l'ai expliqué, je crois au dernier Facebook Live, nous avons voté nos budgets pour l'année 2025, aussi bien la ville que l'agglomération, et j'ai fait le choix, malgré les contraintes financières, parce qu'on a perdu beaucoup d'argent de la part de l'État, mais grâce au petit bas de laine, à de la bonne gestion, nous avons maintenu l'ensemble des services publics, on n'a pas augmenté les tarifs, on n'a pas augmenté les impôts, et on a augmenté aussi nos investissements. Et les investissements, c'est quoi? Ben, c'est ce que vous nous demandez au quotidien, refaire une rue, faire un city-stade, faire une salle de sport, rénover le cratère, rénover le marché, entretenir notre patrimoine, changer l'éclairage public. Voilà, tout ça, c'est l'investissement. Et cette année, nous avons réussi le tour de force de pouvoir maintenir tout cela sans augmenter les impôts, parce que c'est une demande majoritaire, hein, bien compréhensible. Hein. Dans notre pays, on se plaint souvent des impôts. Mais il va falloir, là aussi, j'en reparlerai une prochaine fois, que le gouvernement comprenne que la variable d'ajustement, ça ne doit pas être les territoires, encore moins les communes, parce que les communes, c'est la proximité, c'est ce qui nous permet de vivre socialement, économiquement, sportivement, culturellement. Toutes les communes de France, et presque 36 000 communes de France, aujourd'hui, c'est celles qui offrent au quotidien ce travail. Je le dis souvent et j'aime le répéter, du 1er janvier au 31 décembre chaque année, de 0 heure à minuit, vous pouvez rencontrer et croiser un agent du service public local, de la mairie, de l'agglomération, et tout au long de votre vie. Quand on s'inscrit à la mairie, et malheureusement, quand on décède, on est enterré au cimetière municipal. Et au milieu, on s'occupe et on accompagne la vie des citoyens. C'est essentiel pour moi. Ce service public de proximité pour lequel je me bats depuis des années pour protéger, c'est la vie, c'est la qualité de la vie. Et si vous faites cette attention, regardez combien de fois par jour vous croisez des agents de la collectivité pour ramasser vos poubelles, balayer vos rues, encadrer vos enfants, la police municipale, la police rurale, les développements économiques, voilà, les services dans les crèches. Voilà, tout ça, ce sont des agents territoriaux. Et donc là, vous voyez peu d'agents de l'État au quotidien. Tous les fonctionnaires d'État, vous les voyez peu. On envoie à l'hôpital, bien sûr. On envoie à la police nationale, bien sûr. Au tribunal. Mais le reste du temps, c'est nous. C'est les mairies. Donc, il faut les protéger. Et j'espère ne pas oublier de vous parler dans quelques instants de la nouvelle enquête que je lance, au cours de laquelle, vous savez, l'enquête Internet, comme chaque année, auquel je vais vraiment vous demander de répondre, parce que c'est quelque chose qui nous sert au quotidien dans le cadre de la co-construction de nos politiques publiques. Il y aura une question aussi sur l'importance des collectivités, et j'espère que une grande partie de la population dira cette importance, parce que ça va me servir aussi pour, au niveau national, envers les ministres, envers les parlementaires, leur demander instamment de défendre ces collectivités, y compris, bien sûr, financièrement. Je vais vous en reparler tout à l'heure. J'espère ne pas oublier, les questions arrivent. Voilà, alors j'essaie de les prendre dans l'ordre. De Laurent Rocaro, bonsoir monsieur le maire, comptez-vous faire pour les jeunes un terrain multisport au centre-ville? Écoutez, cher Laurent, je crois pouvoir vous dire qu'en cœur de ville, on a plus qu'un terrain multisport. On a un centre sportif à la Prairie, et c'est accessible par le pont Vieux ou la Navette Bleue très facilement. Donc là où vous avez le terrain de tennis, vous avez une piste pour courir, vous avez le centre nautique, vous avez l'ancien centre nautique avec de la pétanque, avec du tir à l'arc. Voilà, donc ça c'est vraiment en centre-ville. C'est rare dans les villes d'avoir un centre aussi développé, un centre sportif en plein cœur de ville. Et puis en plus, vous le savez, c'est à cet endroit qu'est en train d'être mis en place le cratère éphémère, le théâtre éphémère qui va remplacer le théâtre pendant que nous allons y réaliser des travaux à partir de l'automne pour le rénover, puisque vous savez qu'il n'est plus aux normes et qu'il nous faut le rénover. Donc oui, j'ai envie de vous dire que bien sûr, il y a ce centre qu'on essaie de développer. Il y a des gymnases, bien sûr, il y a le stade Pibaro, voilà, il y a beaucoup d'équipements en plein cœur de ville. Pour le sport. Après, les city-stades, on en fait dans tous les quartiers, donc c'est plutôt lié ça aux quartiers périphériques, et effectivement, il y en aura de nouveaux dont je vous parlerai prochainement pour développer à la demande bien sûr, des habitants des quartiers. Euh, Toujours Laurent Rocaro, pardon, comptez-vous faire une voie verte sur le quai du Mas d'Ours? Merci. J'aimerais beaucoup, cher Laurent. Si vous connaissez le quai du Mas d'Ours, vous le connaissez, sinon vous ne m'en parlerez pas. Vous voyez la largeur des voies avec le parapet du Gardon d'un côté, la voie ferrée de l'autre et les commerces.
Aujourd'hui, l'espace en largeur ne nous permet pas d'être aux normes pour y rajouter une voie verte. Pour ce faire, il faudrait supprimer le trottoir, ce qui n'est pas possible, puisque beaucoup de personnes vont même dans les magasins à pied du cœur de ville ou d'ailleurs pour faire leurs courses. Et donc malheureusement, c'est d'ailleurs une problématique un peu générale sur la ville. Il y a très peu d'axes suffisamment larges pour nous permettre de pouvoir mettre à la fois la voie de circulation, du stationnement parfois, parce que c'est beaucoup demandé, et des voies vertes, comme nous l'avons fait par exemple dans la Grand Rue, où là la rue est extrêmement large, on a pu mettre de la renaturation avec des espaces verts, du stationnement, on a pu mettre bien sûr de quoi circuler en voiture, et puis un espace bien sûr partagé pour les vélos et pour toutes les mobilités douces. Vous savez qu'on a un plan de 12 millions d'euros là, qui est en cours de mise en œuvre pour développer les voies vertes. Il y a sur la ville d'Alès, il y a à peu près 15-16 km de voies vertes qui existent déjà, pas tout en super état d'ailleurs, mais vous savez, mon appétence pour le vélo, pour les modes de déplacement doux, je me déplace moi-même le plus clair de mon temps en vélo et c'est très bien. Donc malheureusement, il faudrait le mettre en sens unique et c'est pas possible, c'est un axe important de la ville d'Alès, vous le voyez le soir. Et donc, c'est techniquement impossible d'y faire ça, mais c'est vrai que je rappelle aussi que c'est des routes à 50 km/h sur lesquelles, si tout le monde respecte les vitesses, ben, les vélos et les voitures peuvent cohabiter. Et j'appelle une fois de plus les automobilistes à être très, très, très vigilants, là aussi, hein, parce que c'est beaucoup de demandes dans les quartiers et réunions de quartier sur les problèmes de vitesse. Il n'y a pas un quartier où on ne parle pas des problèmes de vitesse, alors parfois ils sont réels et nombreux, parfois un peu moins nombreux. Mais je veux dire que là aussi, on lance des contrôles pour faire en sorte que tout le monde comprenne qu'en ville, maximum, c'est 50 à l'heure. Maximum, c'est 50 à l'heure. Et si tout le monde roule à 50 à l'heure, d'une part, il y a moins de bouchons, et puis surtout les vélos, les piétons et les autres automobilistes. Hein, j'en veux pour preuve, mais là, c'est pas un drame de la vitesse, mais le drame que nous avons connu il y a 10 jours sur la rocade, là, c'était la rocade avec un camion qui, semble-t-il, l'enquête le dira, a décalé une voiture, qui a pris plein fouet une autre voiture avec des blessés et surtout la petite Ivy qui a perdu la vie à 7 ans. Bon, ça me dramatise, c'est quelque chose qui est insupportable. Et pour autant, là, a priori, ça ne serait pas un drame lié à la vitesse, mais à l'inattention. Mais il y a un enfant qui est décédé sur la rocade. Et moi, c'est en tant que maire de cette ville, en tant que papa, en tant que grand-père, c'est quelque chose qui me tord les boyaux. Donc faisons tous et toutes attention à la vitesse. Eric Ali, ou Al, pardon, Al. Bonsoir, monsieur Rivin, que pensez-vous de la sécurité sur Alès et de la vitesse élevée sur la rocade? Ben voilà, vous voyez, j'avais pas vu la question. Alors, que ce que j'en pense de la sécurité, c'est un vrai problème. Alors, là aussi, c'est vrai que nous avons connu des drames, ces derniers mois que nous ne connaissions pas avec des décès, des morts par balle, la plupart dans le cadre de différents familiaux ou de règlements de compte, quand même, ou le drame d'un grand combe, c'est pas Alès, mais c'est un drame là aussi inacceptable, bien sûr, dans la mosquée de la Grand Combe. Donc on y travaille avec bien sûr le procureur, le sous-préfet. J'étais en conversation avec le ministre de l'Intérieur il y a quelques jours pour lui demander à nouveau un renfort sur les effectifs de police municipale, comme toutes les villes de France le demandent d'ailleurs. Mais, euh, mais effectivement, voilà, c'est ma préoccupation. Vous savez, mes préoccupations, c'est la santé, c'est la sécurité, c'est l'éducation. Et donc, sur la sécurité, je vous rappelle, un nouveau poste de police municipale, près de 100 fonctionnaires municipaux. Vous imaginez. Et la police municipale, la police rurale, qui sont partout jusqu'à 3 heures du matin, avec une brigade de nuit, une brigade de tranquillité publique qui a été créée, des motards pour lutter contre la vitesse, avec des contrôles de vitesse. Sur la rocade, qu'est-ce qu'on compte faire pour la vitesse? Des contrôles. On n'a pas grand autre choix. Je vous rappelle aussi que nous avons pris la décision avec Max Roustan il y a 2 ans, on s'est fait critiquer pour ça, de diminuer la vitesse de la rocade à 50 à l'heure. La rocade qui n'est pas vraiment d'ailleurs une rocade, hein, qui est un boulevard urbain, puisqu'elle ne fait pas le tour de la ville d'Alès, elle coupe la ville d'Alès en deux. Ceux qui l'avaient faite à l'époque n'avaient pas réfléchi que la ville d'Alès allait s'étendre de l'autre côté de ce qui est aujourd'hui la rocade d'Alès, avec ses ronds-points, ses 2 voies qui passent 3 voies, qui passent 4 voies. Donc c'est pas simple, on est très présent.
et on lutte contre cette vitesse. 50 à l'heure, vous allez demain à 70 à l'heure, vous perdez 2 points, vous avez une amende et après vous pouvez perdre jusqu'à votre permis. Donc là aussi, j'appelle au civisme. Je ne peux pas mettre un radar ou un policier derrière chaque Alésien, chaque personne qui passe, mais sachez que les consignes sont claires. J'ai eu l'occasion de leur redonner encore il y a une dizaine de jours lors de la réunion que j'ai fait avec eux. Ben, on va être intransigeant. Et une fois de plus, vous savez, quand vous êtes maire d'une ville, vous ne rêvez pas le matin de verbaliser les gens, hein. C'est pas avec cet objectif que je me lève le matin. Et pourtant, je verbalise quand la sécurité des uns et des autres est en danger pour faire comprendre qu'à un moment, il faut qu'on fasse tous un effort. Donc oui, la vitesse est un drame, la vitesse est inacceptable. On ne gagne pas de temps en plus quand on est sur ville, quand on est sur une ville. Vous allez rouler à 70 au lieu de 50, vous allez tomber dans un bouchon, vous n'aurez rien gagné, vous serez mis en danger, ainsi que ceux que vous avez croisés. Je ne sais plus comment l'expliquer. Ça, c'est comme le tri sélectif, il y a des choses, j'use ma salive, et c'est de mon rôle, à expliquer aux gens tout ça, mais à un moment, paf, eh bien, il faut qu'on tape. Et donc, là aussi, mais sachez que le préfet a donné des consignes très très claires aussi, parce que j'ai eu l'occasion, là aussi, il y a une dizaine de jours, pour une journée autour de la sécurité routière que nous avons menée au centre hospitalier d'Alès, pour sensibiliser hein, toutes celles et ceux qui passaient sur les drames de la route dans le Gard, pas tant sur la ville d'Alès, même si on a connu ce drame atroce, mais plus de 36 morts l'année 2024. Je ne sais pas si vous avez vu sur mes réseaux sociaux, j'ai pris volontairement cette table avec des assiettes. Chaque assiette correspond à un décès sur la route, sur le Gard, pas sur Alès bien sûr, sur le Gard, en 2024. Cette tablée fait froid dans le dos. Tous ces gens-là ne sont plus autour de la table avec nous pour vivre parce que y en a qui ont bu, il y en a qui ont été trop vite, il y en a qui ont été qui n'ont pas été attentionnés en conduisant, il y en a qui ont des véhicules qui ne sont pas en état. C'est dramatique. Moi, je me mets à la place des familles. Quand on vous appelle et qu'on vous dit, bah, écoutez, votre papa, votre maman, votre soeur, votre frère, votre enfant, c'est terrible. Et là, c'est vraiment du civisme et c'est de mon rôle de maire à essayer de sensibiliser chacun d'entre nous, et notamment les plus jeunes pour qu'ils se forment très très tôt à la responsabilité individuelle. Vous savez, une société, c'est quoi? Vivre ensemble, c'est que chacun fasse un effort vis-à-vis de l'autre. Voilà. La liberté, c'est, moi je suis un ardent défenseur de la liberté, mais la liberté s'arrête là où commence celle des autres, comme dit le proverbe. Et donc, soyons tous responsables et chers, c'est parti, votre nom. Voilà, et donc on fait de la prévention, on fait de la sanction, et on continuera. Et puis là où c'est possible dans les quartiers, on met des chicanes, on met des ralentisseurs, voilà. C'est dramatique quand même de devoir autant, euh, autant investir pour physiquement pousser les gens à pas rouler très vite. Je continue. Je continue. Raoujetta Elmera. Bonjour monsieur, la réservation du centre de loisirs devient vraiment compliquée, surtout pour les parents qui travaillent. Est-ce possible d'améliorer? Vous avez raison, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai décidé d'augmenter les places cette année, mais ça reste toujours très compliqué. Très compliqué de. Ben, déjà, les centres sont dimensionnés, chaque centre de loisirs sont dimensionnés en fonction de leur taille, en fonction du personnel et en accord avec la CAF, hein, Caisse d'allocation familiale, qui finance une partie de ces loisirs dans le cadre d'un contrat que j'ai avec la CAF. Et donc, on essaie d'augmenter, mais là où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que le logiciel, pour les réservations, qui est en lien avec la CAF d'ailleurs aussi, n'est pas satisfaisant du tout. Donc je fais travailler le service depuis 2 ans pour trouver un logiciel qui facilite la vie des parents. Et enfin, je vous comprends d'ailleurs, et on y travaille. Et ma directrice du pôle éducation enfants jeunesse a ça comme mission au plus tôt pour trouver des solutions pour tous les parents. D'ailleurs, on va construire en périphérie d'Alès, à Méjeanne-les-Alès, à Saint-Julien-les-Rosiers, mais aussi dans le sud d'Alès, à côté de Saint-Maurice-de-Cazevieille, des centres de loisirs pour accueillir les enfants de plus en plus nombreux des communes adjacentes. On investit beaucoup. Vous savez, investir dans un centre de loisirs, dans une crèche ou dans une école, pour un élu, c'est le Graal. C'est que la jeunesse est de plus en plus présente. Donc oui, j'ai bien conscience et on y travaille.
Bonsoir Clément Torres, bonsoir. Qu'y a-t-il prévu au niveau du carrefour Pont-Vieux, Faubourg du Soleil? Ben, il est prévu on peut pas faire un giratoire. Le carrefour n'est pas assez grand. On n'a pas l'autorisation parce qu'il y a la départementale, il y a tout ça. Comment dire, il y a des rayons minimums à faire. On était passé en force il y a quelques années du côté du Pont-Neuf, ce qu'on appelle le rond-point des cailloux, là, avec la fontaine aux cailloux, mais on était passé à deux doigts de la correctionnelle. On peut pas, malheureusement, on n'a pas l'espace. On ne peut pas toucher les berges, on ne peut pas toucher le pont, et donc on ne peut pas faire, c'est pas assez large pour que ça fonctionne bien, sinon il y aurait beaucoup d'embouteillages, donc on travaille. J'ai demandé au service là d'ailleurs, je vous le dis aussi, peut-être que je vous l'avais déjà dit, de travailler avec l'intelligence artificielle sur ce qu'on appelle, enfin comment dire, la mise en concordance des feux tricolores entre les quais, entre les ponts, pour faire en sorte que on arrive à, ça s'appelle une onde verte en fait, quand les voitures arrivent à la vitesse normale, en fait, on enquille et ça fait pas de bouchon. Et je pense que c'est très cher d'ailleurs, hein, mais on y travaille. Et au moins que l'intelligence artificielle nous permette de gérer cela. C'est en cours, donc pour améliorer tout cela. J'ai vu, parce que les questions disparaissent après, ça va vite, ça va vite. Julien Keops, bonjour, question, les poubelles, nous payons à la superficie, pourtant les sacs de tri sont distribués en fonction du nombre de personnes, ce n'est pas cohérent. Peut-être. Alors les sacs jaunes qui sont distribués autant que de besoin, même si on fait attention à ce qu'ils ne servent pas à d'autre chose que le tri sélectif. Donc c'est vrai que si vraiment vous avez des manques de sacs jaunes parce que vous faites très bien le tri, je peux vous garantir que vous aurez les sacs jaunes nécessaires. Et je donnerai les instructions en ce sens. Quant à la taxe des ordures ménagères, c'est la loi qui la fixe. En fait, c'est basé sur la taxe foncière. Alors effectivement, si vous avez une très grande maison et que vous êtes seul, vous payez une grosse taxe. Si vous avez un petit appartement et que vous êtes 5 dedans, vous payez une petite taxe. Mais c'est la loi, donc il faudra sûrement changer ça. Il y a beaucoup de réflexions au niveau national pour faire évoluer cela. Le pire, c'est que, vu les contraintes environnementales qu'on va nous mettre sur le dos, je crains que ça n'aille pas en s'arrangeant. C'est pour ça que je dis trions, trions, trions. Plus on trie, moins ça coûte cher, donc moins on demandera de, de taxes aux habitants. Steve Tarnot, s'il commence à faire chaud, on dort les fenêtres ouvertes, mais il y a toujours des abrutis qui font du bruit avec leur véhicule. Avez-vous envisagé de faire des contrôles du bruit? C'est infernal, comme tout à l'heure à la sortie du lycée. Alors là aussi, je partage 100%, hein, cher Steve. Il y a vraiment des abrutis qui font vraiment du bruit bêtement. Ouais, ça, je suis d'accord. Sachez que, alors, c'est très compliqué, la loi n'est pas simple là-dessus. Deuxièmement, la police municipale est agréée, est équipée de sonomètres pour contrôler et on verbalise. Sauf que si on n'est pas sur place au moment où la personne fait du bruit, qu'on n'a pas le sonomètre, c'est complexe. Malheureusement, la loi ne nous permet pas, a posteriori, de dire vous avez fait du bruit, alors je vous verbalise. Mais on fait notamment sur les mobylettes, en centre-ville et ailleurs, à la sortie d'ici, on fait beaucoup de contrôles. Mais il y a toujours des gens qui pensent que emmerder les autres, c'est un sport. C'est pour ça, pour tout, si chacun, je disais pour la vitesse, si chacun faisait un effort, mais n'hésitez pas à appeler la police municipale, hein, parce que si il y a des gens qui font du bruit trop longtemps, on verbalise. Et le soir, la PM tourne et verbalise, malheureusement, je n'ai pas le droit de saisir les mobylettes ou les voitures, et si la loi me donne au moins quelques jours, hop, on saisit, ça va vite calmer tout le monde, hein, mais j'ai pas le droit de le faire. Donc, malheureusement, il faut là aussi légiférer en la matière. Voilà, ça arrive de partout. Bonsoir, monsieur Rivinc. À quand les appartements adaptés à une famille nombreuse? Jody Maya, Rim, Topin. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez famille nombreuse. C'est 2, 3, 2, c'est pas nombreux, mais allez, 3, 4 aujourd'hui, c'est nombreux, 5, 6 ou plus d'enfants. Alors, nous avons des appartements au logis Semnol, hein, pour les familles nombreuses. De moins en moins parce qu'ils sont de moins en moins demandés. Beaucoup sont vides. Donc, pas obligatoirement dans les quartiers que vous aimeriez. Je ne sais pas où ils sont disponibles. Je n'ai pas bien sûr le fichier sous les yeux. Mais envoyez-moi sur l'adresse là votre problématique et j'essaierai de vous faire, de vous accompagner pour vous trouver, pour vous dire où il peut y avoir. On a des T6, hein, des T5. Voilà. Après, plus grand nom, on n'a pas. Nous, après, c'est dans le privé peut-être qu'on peut trouver,
Mais écoutez, passez-moi les informations, on va essayer de vous aider à trouver pour votre famille, pour aider bien sûr les familles nombreuses. Céline, bonsoir monsieur le maire. Que faire contre ces moustiques à l'est qui pourrissent nos belles soirées d'été? Eh oui, chère Céline, je vous montre pas mes bras ni mes jambes, hein, mais je participe tout comme vous à ça. Alors, là aussi, que faire? D'une part, c'est chacun individuellement. Il faut qu'on lutte contre les eaux stagnantes, vous le savez, ou les broussailles, parce que les moustiques tigres ne se mettent pas que dans l'eau, ils se mettent aussi dans les herbes. Donc là aussi, il faut entretenir son chez-soi. Concernant la démoustication, c'est pas les mairies qui ont le droit. Je n'ai pas le droit de démoustiquer. Ça m'est interdit. Il y a un syndicat qui s'appelle l'EID, l'entente interdépartementale de démoustication, qui est saisi. Chaque année, j'ai saisi. Et malheureusement, parce que vous savez, c'est ceux qui œuvrent au cours du roi, tout ça là-bas, en Camargue, à la Grande Motte, sur le Lunellois. Nous, ils interviennent de temps en temps quand on va trouver beaucoup de moustiques tigres, quand on va trouver s'il y a des cas de dengue ou de chikungunya. Bon, pour l'instant, je touche du bois, ça va, on est protégé, mais on peut pas, voilà, donc c'est vraiment du travail individuel, et moi, j'ai pas compétence du tout pour démoustiquer, mais il va de soi que les eaux stagnantes, et Dieu sait si, quand on se promène dans l'Est, on voit des endroits où, vous savez, vous avez un bac de récupération d'eau de pluie, là, par exemple, vous avez un tonneau, j'en ai vu pas mal en prairie, on garde l'eau, ça part d'un bon sentiment pour arroser, mais il se trouve que c'est des nids à moustiques. Donc voilà, il faut que l'eau court. Les piscines, c'est pas pareil parce que déjà, elles sont traitées et puis l'eau court. Donc là, les moustiques n'y vont pas, mais toutes les eaux stagnantes, c'est terrible. Mais j'ai redemandé et je vais redemander à l'entente interdépartementale de démoustication d'essayer d'intervenir. Je suis pas sûr du tout. Du coup, vous savez, ils passent avec des avions, boum, 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 ils répandent ça et voilà. Et ça marche moyennement bien puisque ça tue pas tous les moustiques, mais ça en enlève un certain nombre. Tour d'Arles, je peux vous garantir que si vous allez à Arles, ce qui m'est arrivé il y a 2 3 ans, un soir où j'étais invité à dîner, ben, je voulais à l'Est, on est bien là-bas, il y avait un rideau de moustiques. Je crois que on est parti avec ma femme très rapidement parce qu'on ne tenait plus. Voilà, donc on essaie de faire, de pouvoir protéger nos belles soirées. Après, bon, il y a des produits anti-moustiques, hein, mais moi je me mets du pchit-pchit, voilà, je sais pas, c'est complexe, mais je n'ai pas cette possibilité. Alors pourquoi vous pleurez, Céline? C'est par rapport à quoi? Aux moustiques? Alors oui, et oui, je suis navré. Vous savez, malheureusement, les maires n'ont pas tous les pouvoirs. J'aimerais beaucoup qu'on ait encore plus. J'espère que les lois sur la décentralisation nous en donneront plus pour être encore plus efficaces sans devoir passer par tous les services divers et variés. Euh, voilà. Merci, je vous transmettrai le problème. Ok. Bonsoir, monsieur le maire. Que faire des moustiques? Ça, c'est Céline. Ensuite, oula, ça arrive de partout. Alors, Louis MTP. Bonsoir, monsieur le maire. À quand un vrai réseau de bus utilisable dans l'Est? À l'heure actuelle, c'est un enfer depuis des années. À l'heure de la transition écologique, c'est une vraie galère pour se déplacer dans l'Est. Même pour ma soeur qui est collégienne. Son bus passe 5 minutes avant la sortie. Sinon, tant pis pour les élèves. Alors, cher Louis, je ne dirais pas que c'est un enfer. Nous avons un vrai réseau dans l'Est. Après, on n'est pas à Paris, on n'a pas le métro, comme je disais. On n'a pas un métro tous les 5 minutes, mais toute la ville est couverte par les bus qui vont tous devenir électriques d'ailleurs à la fin de cette année. J'ai acheté 4 grands bus électriques pour que ce soit que des bus électriques. Donc voilà, on a densifié, je vous dis 80 actions pour densifier. Rappelez-vous en 2017, 2018, 2015 et 2010, les réseaux de transport urbains sur Alès, il y avait parfois 1 ou 2 bus dans la matinée, 1 ou 2 bus l'après-midi. Aujourd'hui, on a densifié. Par contre, cette histoire de 5 minutes, ça peut peut-être se caler. Hein. Et si là aussi, vous pouvez me laisser la ligne et le tout, on va regarder si jamais on peut décaler tout ça, il faut le demander. Ça me permet de vous rappeler toutes ces demandes-là voilà, et vous avez le numéro vert, vous les demandez. Alors, je ne dis pas qu'on pourra tout résoudre, mais parfois, on peut décaler un bus de 10 minutes pour que ça puisse servir aux collégiens et aux lycéens pour rentrer chez eux. Donc, envoyez-moi le bus, les jours, et puis on va essayer de regarder. Mais si vous regardez sur l'application Allez-y, vous savez où sont les bus, vous avez les horaires des bus, et vous voyez qu'il y a des lignes quand même, la 1, la 4,
la 2, où il y a quand même un certain nombre de passages assez réguliers, notamment aux heures d'entrée et de sortie au collège, au lycée, et du travail, bien sûr, parce qu'il faut aussi penser aux travailleurs. Après, on n'aura jamais un réseau comme à Paris, comme à Marseille, comme à Toulouse, ça c'est sûr, parce qu'on n'est pas ces métropoles, on n'a pas cet argent. Malheureusement, on peut le regretter, mais c'est déjà 17 millions d'euros pour faire fonctionner nos bus. Je n'ai pas plus d'argent que ça pour l'instant, ou alors il va falloir doubler le prix du ticket. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord pour recréer des bus. Moi, je suis d'accord pour densifier. C'est quelque chose, moi, la mobilité, c'est quelque chose qui est très important et que et que j'ai considérablement développé. Peut-être qu'il faut aller encore plus loin et s'il faut, et si on a les moyens, j'irai encore plus loin sur cela. Denis Saint-Jean, bonsoir monsieur le maire, des infos sur la nouvelle déchetterie de Saint-Hilaire. Ça avance, je ne sais pas si vous y êtes passé, là on est en train de couler, il va y avoir la petite construction là, pour le local, pour le personnel et pour entreposer les produits dangereux qui est en train d'être construit. Donc voilà, normalement, avant la fin de l'année, elle sera ouverte, qui nous permettra de fermer celle du Mas d'Ours qui est dans un état lamentable. Ça a traîné cet hiver à cause des intempéries, puisque le sol est argileux et que les entreprises n'ont pas pu travailler pendant quasiment 2 mois. Vous l'avez vu, et donc ça avance. Donc les travaux, j'y passe régulièrement pour les surveiller et pour faire en sorte que ça aille vite. J'espère que les gens iront là-bas pour déposer et plus en dépôt sauvage. Ça serait bien pour nous tous. Camille Gascon, bonsoir. Est-ce que les vols dans les cimetières sont résolus? Du moins, les actions sont mises en place. Alors, les vols, c'est vrai qu'il y a quelques vols dans les cimetières. Il y a des actions qui sont mises en place. Il y a du personnel qui va. Il y a des caméras qui prennent. Nous, il faut porter plainte parce que effectivement, c'est compliqué et les services sont vraiment mobilisés voilà, on a renforcé, là j'ai reçu le directeur des cimetières il y a une quinzaine de jours pour faire un point avec lui sur ça, sur l'entretien des cimetières, sur le problème des vols. Pensez vraiment à nous les signaler. On a des actions aussi, il faut porter plainte parce que souvent, qu'est-ce qui se passe dans les cimetières quand on vole notamment des objets, des vases ou autre chose sur les cimetières? C'est pour être mis sur d'autres tombes. Alors, il y en a qui jouent aussi, on l'a trouvé. Ça s'est un peu calmé, mais à une époque, on avait je dis des jeunes, c'était peut-être pas des jeunes, mais j'ose le croire, qui inversaient des choses pour embêter les gens. Ça fait partie là aussi de l'incivisme, mais on a mobilisé. Bon, par contre, faites-moi savoir ce genre de choses et on va faire de notre mieux. Il y a des caméras maintenant qui permettent de surveiller, mais on peut pas surveiller, on peut pas mettre une caméra dans toutes les allées des cimetières, c'est strictement impossible. Et je peux pas mettre un garde non plus dans toutes les allées du cimetière. Donc, ils ont consigne et ordre de tourner et de surveiller un peu les allées-venues. Voilà, et c'est vrai que c'est quelque chose aussi de très important de maintenir nos cimetières, honorer nos anciens. Donc, je suis mobilisé. Mais je trouve que pour la mais ça vous avez répondu. Ok, bonsoir monsieur Romain. Petite question, pourquoi l'abonnement d'eau a-t-elle augmenté? Isabelle Levasseur. Question importante. Effectivement, vous avez vu sur votre dernière facture, nous avons été dans l'obligation, mais je m'en suis expliqué, je m'en suis expliqué dans une émission sur l'AS Aglo Émission, je m'en suis expliqué dans le journal de l'AS Agglomération. Nous avons été dans l'obligation d'augmenter les abonnements. Pourquoi? Parce que là aussi, nos réseaux d'eau, vous savez, depuis 4 ans, la loi nous a obligés à prendre tous les réseaux d'eau de l'agglomération d'Alès. Avant, on gérait Calès et le syndicat de la Veine. Et depuis qu'on a pris ces réseaux d'eau, on a pris des réseaux, certains allaient à peu près en bon état, d'autres pas du tout. Et il nous a fallu beaucoup investir. On a fait un plan qui s'appelle le plan Alès Aglo EAU 2030, qui avait pour objectif de remettre nos réseaux au niveau réglementaire, en termes de rendement, en termes de qualité d'eau, en termes de sécurité pour les agents. C'est 200 millions d'euros, y compris nos stations d'épuration. Beaucoup trop de stations d'épuration sont hors d'état de fonctionnement. 200 millions d'euros sur 10 ans. Entre-temps, il s'est passé 2-3 petits trucs.
Hein, bon, je ne vous parle pas du Covid, on en reparlera un autre moment, parce qu'on l'a oublié, mais c'était quand même il y a 4 ans que fini le Covid, avec toutes les conséquences que ça a eu, l'inflation qui a suivi cette crise Covid, l'augmentation des prix, et donc tout ça a fait que les travaux prévus en 2020 dans ce plan LS Aglo 2030 ont été augmentés quasiment de 20 à 25%. Que l'agence de l'eau, de l'autre côté, et l'État français nous obligent, notamment sur le rendement, à faire beaucoup de travaux, et ces investissements, il faut qu'on les paye à travers notre facture d'eau. L'eau paye l'eau, c'est la loi aussi. C'est-à-dire que c'est à travers les factures d'eau que nous payons aujourd'hui le réseau, l'entretien du réseau et les investissements. Nous avons la chance d'être en régie, c'est un choix politique. Ça veut dire que nous maîtrisons nous-mêmes cette régie. Alors je ne veux pas dire si c'était une entreprise privée, mais il y a fort à parier que si c'était une entreprise privée, les tarifs seraient encore plus augmentés, puisque nous, on ne fait pas de bénéfices, on ne distribue pas de dividendes à personne, et l'argent est public et réinvesti, paye le personnel de la Réal et permet les investissements. Donc effectivement, après mûre réflexion, on a augmenté les prix de l'abonnement de l'eau et de l'assainissement. Globalement, c'est une augmentation pour une facture de 120 mètres cubes. Alors pourquoi je vous dis 120 mètres cubes? Parce que ça aussi, c'est là, réglementairement, il faut faire le prix du mètre cube par rapport à une facture de 120 mètres cubes en France. C'est pour comparer nos prix d'eau un peu dans toutes les communes françaises. Dans ce cas-là, ça fait 7 euros par mois de plus. Voilà. 7 euros par mois de plus sur une facture 120 mètres cubes. Je vous rappelle aussi, c'est vrai, c'est toujours les augmentations, c'est pas pour distribuer quoi que ce soit ou rentrer dans les poches de qui que ce soit, c'est pour réinvestir. Je rappelle que l'eau est aujourd'hui le bien le plus précieux, le moins cher. Si vous regardez votre facture d'eau, vous verrez que globalement, c'est toujours trop quand on paye, mais que même sur l'année, pour une facture de 120 mètres cubes, on est quand même sur des tarifs qui sont beaucoup plus inférieurs à beaucoup d'autres dépenses du quotidien. L'eau est beaucoup moins chère que l'électricité, que le gaz, pour la même qualité, parce que l'eau est nécessaire pour tout le monde, hein. Moins cher qu'Internet, moins cher que les téléphones portables. Ça reste aujourd'hui la dépense la plus basse pour les foyers, la plus basse. Donc c'est vrai que l'augmentation, ben, ça nous embête tous, hein, parce qu'on les paye, mais effectivement, ça impacte plus en augmentation ceux qui ont une petite consommation de 30-40 mètres cubes, comme c'est l'abonnement qui a augmenté. Effectivement, ça paraît une plus grosse augmentation en pourcentage. Mais quand on a 30 à 40 mètres cubes par facture, allez, on va payer à l'année, alors je ne vais pas vous dire de bêtises, mais globalement, on va payer 100, 110 euros à l'année de facture pour 40 mètres cubes, à peu près. Enfin, faites-moi grâce, je vous le dis de tête, c'est à peu près 10 euros par mois d'eau. D'accord? Donc je conçois que ce soit toujours difficile, mais je vous dis que grâce à la gestion en régie directe, et à cause des investissements que nous devons faire, vous voyez, il faut que je refasse, vous imaginez, il faut que je refasse, je change complètement la colonne d'adduction d'eau, vous savez, celle qui nous apporte la plus grosse ressource, ou la deuxième plus grosse ressource pour l'agglomération, qui part du champ captant de Boissé-Gaujac et qui vient à Saint-Germain et qui alimente 3/4 de la ville d'Alès. Cette conduite est en amiante ciment, elle a été faite dans les années 50-60, elle est complètement explosée, il y a des fuites partout, elle perd 15 000 mètres cubes par an. Il faut la changer. J'ai l'obligation de la changer. Le coût de changement sur cette distance, pour mettre des tuyaux de 450, j'ai fait une petite vidéo, je vous engage à la regarder, ça sera au global 30 millions d'euros. 30 millions d'euros. Ça va sécuriser la ressource, ça va éviter les fuites, et ça va aussi nous permettre d'avoir de l'eau encore plus propre qu'aujourd'hui, même si elle est tout à fait consommable. Donc, et ça, je suis obligé de le faire, je m'en passerai bien. Hein. C'est pas par plaisir que je change une conduite. Mais elle casse de partout, elle passe n'importe où, on ne sait pas où elle passe. Voilà, c'est un truc de dingue. Ces 30 millions, il faut que quelque part, bon, on est aidé par l'agence de l'eau, heureusement, hein, qui nous finance un peu, parce que c'est pas toutes les factures. C'est prévu dans le plan LS Aglo 2030, hein, c'est pas en plus des augmentations. Mais voilà, il faut les financer. Comme quand on refait la station d'épuration de la Grand Combe, quand on fait les stations d'épuration des communes, parce qu'il faut qu'on les refasse parce que l'État nous dit de les refaire, hein, parce qu'elles sont plus aux normes. Voilà, c'est beaucoup d'argent. Donc c'est vrai que cette augmentation, ça peut paraître, je l'ai expliqué, je l'ai assumé. C'est pas un plaisir pour moi d'augmenter, mais je peux vous garantir qu'on a fait une augmentation minimale pour maintenir notre réseau en état. Je vous donne 2 chiffres. Aujourd'hui, un réseau doit avoir une durée de vie à peu près de 100 ans en amortissement. Dans l'état actuel de nos réseaux et de nos finances, la durée de vie, si on n'y faisait rien, était de 110-120 ans. Ça veut dire beaucoup plus de casse, beaucoup plus d'emmerdement quand ça casse, ben, ça coupe l'eau et ça coûte très très cher. Donc on va revenir à ces 100 ans d'espérance de vie, alors que l'idéal, ce serait de descendre vers 80 ans, mais on n'en a pas les moyens.
Mais ça, c'est un problème général en France. Beaucoup en parlent à la télé. Entre les normes qui augmentent, la protection de la ressource nécessaire et l'état vétuste, l'eau, si vous voulez, quand on regarde ça, ça fait pas 300 ans qu'on a l'eau à la maison. Donc c'est des investissements qui arrivent au bout du bout. Certains quartiers, c'était dans les années 50, d'autres dans les années 60, d'autres dans les années 40, dans les années 30. Et tous ces investissements, globalement, ben aujourd'hui, ben, au bout de 50 ans, 100 ans, ben, ça explose. Et donc, il faut les refaire. Et là, on sera tranquille petit à petit pour des années, mais le temps qu'on fasse tous les réseaux. Est-ce que vous savez qu'il y a autant de linéaires d'eau sur Alès Agglomération que sur la ville de Paris, en longueur? 1200 km de réseau. 1200 km de réseau d'eau sur l'agglomération d'Alès à entretenir. Autant que la ville de Paris. Et la ville de Paris, sauf qu'il y a 1 million et quelques de branchements, nous on a 72 000. Quand vous avez 1 million de branchements, ben, c'est beaucoup plus simple, parce que vous répartissez sur 1 million, nous on répartit sur 72 000. C'est mathématique, si vous voulez. Et donc, je sais que c'est... Mais quand on regarde, enfin, et qu'on se compare avec d'autres... je dis électricité, l'eau, je regarde l'heure, parce que, eh bien, ça reste beaucoup moins cher. C'est le service public le moins cher aujourd'hui pour les habitants d'un territoire comme le nôtre. Et donc, on va continuer à essayer de préserver le prix. Bonsoir Monsieur le maire, comment faire pour une place invalide handicapée devant le 22 Grand Rue Jean Moulin? Merci pour votre réponse. Madame Benoît. Écoutez, il y a beaucoup de places réservées pour les handicapés, mais est-ce qu'il y en a une devant le 22? J'en sais rien. Écoutez, je vais regarder cette demande. Je rappelle aussi que même sur les places handicapées, sauf là où il n'y a pas de limite de durée, ça je le dis pour les personnes qui restent sur les zones payantes des jours entiers parce qu'on a un macaron handicapé, c'est pas fait pour ça, hein, c'est fait pour s'arrêter dans les délais normaux pour faire la place pour d'autres. Hein. C'est quand on laisse la place, ça permet à d'autres de pouvoir accéder. Alors, je vais regarder, je note ce 22 Grand Rue Jean Moulin, je vais regarder ce qu'on peut faire. Alors, j'avais des questions avant auxquelles j'ai pas répondu, je vais essayer d'y répondre avant quand même la fin. Les moustiques, on m'en a déjà parlé ce soir. Julien et Steve, je suis habitant de la ville d'Alès, plutôt propre. Par contre, il y a beaucoup d'incivilité au niveau des excréments de chiens qui sont devant nos portes, des couloirs. Je tiens à préciser que je n'ai aucun chien. Quand on sort, c'est à nous de les nettoyer. Il faudrait y remédier à ça. Sinon, le reste, ça va. C'était prévu et je serais curieux de savoir combien de PV ont été dressés. Alors, on dresse des PV. 75 €, alors je n'ai pas le chiffre en tête là, mais je l'ai régulièrement. Hein, on dresse des PV. Pour dresser le PV, il faut prendre sur le fait les gens. Il faut que la police soit là puisqu'on ne peut pas a posteriori, on ne peut pas vidéo verbaliser. Voilà, et j'en profite pour le redire aussi, ça fait partie des incivilités. Pensez aussi aux agents municipaux qui ne sont pas là pour ramasser la merde des chiens, ils sont là pour entretenir, on va dire, le courant. Et donc là aussi, j'ai envie d'appeler. Il m'arrive moi-même d'ailleurs d'interpeller les personnes dans la rue. De leur dire, écoutez, voilà, vous avez votre chien à faire ça, merci de ramasser. Sinon, moi, je ne peux pas verbaliser comme ça. Je suis officier de police judiciaire, mais je n'ai pas de ticket verbalisateur. Mais c'est aussi un peu énervant. Donc, on a mis plusieurs, je crois qu'on a dû, depuis le début de l'année, on a dû faire plus d'une centaine de PV. Les gens qui se prennent une fois un PV font attention, ça je peux vous garantir. Après, je ne peux pas mettre 20 policiers tous les jours à surveiller les chiens. C'est un peu compliqué, mais je suis d'accord avec vous. Gilbert Parmail, habitant du faubourg de Rochebel, vous envoyez un message, bonjour, et pour l'OAC. Ah oui, l'OAC, je vais vous en parler. Habitant du faubourg, je suis satisfait de la réfection de la route, mais les avaloirs ont été à moitié bouchés, le goudron déposé par l'entreprise qui a réalisé ces travaux, donc la prochaine pluie, les premières maisons du faubourg vont être à nouveau inondées. Alors là, cher Gilbert, vous avez raison, j'étais en réunion de quartier aujourd'hui, donc j'ai demandé au service urgemment de faire déboucher par l'entreprise tous les avaloirs, donc ça va être fait, urgemment. Avant les prochaines pluies, j'ai exigé, parce qu'effectivement, l'entreprise est passée vite pour ne pas embêter les gens. Mais du coup, il y a quelques avaloirs qui ont été bouchés avec le goudron. Ça va être réparé, tout a été noté ce matin, les services ont identifié et ça va être fait. Vous voyez, ça sert les réunions de quartier. Alors, David, sur l'OAC, pour l'interrogation. Alors, David Xavier Patrice Lair vous a envoyé un message. Bonjour, et pour l'OAC. Bonjour. Et pour l'OAC, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que bon, le président
L'ancien président Didier Bilanche a souhaité arrêter après des années de présidence. Bon, c'est son choix. Moi, je ne peux pas obliger quelqu'un à rester président. Hein. Il a beaucoup investi, il a mis beaucoup d'argent dans l'OAC. Nous avons un nouveau président, Jean-Christophe Lafont, et nous sommes en train de boucler les budgets pour l'année prochaine. Donc, ce que je peux vous dire à l'heure où nous parlons, c'est que le budget déposé à la DNCG, qui est en voie de validation, en sursis à statuer, mais c'est lié à la publication des comptes de l'année dernière, donc il devrait pas tarder, va être validé. Il sera plus bas, 1 million d'euros à peu près au lieu d'1,5 million, ce qui est le budget du National 3, hein. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Et je continue à dire que le foot c'est très important et donc nous continuons à investir. Donc je continue à défendre l'OAC en pensant que le foot dans une ville c'est quelque chose de très important. Voilà, donc pour l'instant, les choses pour la saison prochaine, sauf décision contraire de la DNCG, ce que je ne crois pas, ce que je n'espère bien sûr pas, ben on continuera en National 3. J'espérais à un moment qu'on monte en National 2 parce qu'on a la plus belle équipe de National 3. On est premier en nombre de buts et tout ça. Bon, il y a eu un mauvais début de saison. Jean-Marie Pasqualetti, depuis qu'il a pris l'équipe, a un très très beau palmarès. On finit la saison, on est premier sur les deux tiers de la saison, mais on finit deuxième. À un moment, j'ai espéré un repêchage par la descente d'une équipe qui devait monter en National 2. Ce serait sympa quand même de se retrouver avec Nîmes en National 2. J'y crois pas, mais on jouera en National 3 avec l'objectif à terme, bien sûr, vous le savez, de monter jusqu'au National, qui va devenir la Ligue 3, je l'espère, bientôt. Donc je continue à soutenir l'OAC. C'est important pour une ville comme la nôtre de parler foot. D'ailleurs, en matière de sport, on a quand même, j'ai dit tout à l'heure à l'Esoda, c'est Jean-Philippe Gasquin, le meilleur pongiste des années 90, qui était français, champion du monde alésien, vice-champion olympique en 92, champion du monde en 93, était à Alès et n'oublie pas ses racines et nous accompagne là aussi. Voilà, on a eu Carole Monet, hein, la tenniswoman, qui a passé les qualifications à Roland-Garros, qui a été éliminé hier après avoir gagné le premier set 7-6. Bon, après au premier tour de Roland-Garros, mais bon, elle relève de blessures et on a des beaux sportifs, les boxeurs de chez nous qui gagnent des titres et des ceintures de champion du monde et tout. Hein. On a beaucoup de sportifs et c'est pour ça que le sport est essentiel comme la culture et je soutiens sport et culture parce que pour la jeunesse, c'est quelque chose d'important. 57, voilà. Avant de finir, j'ai répondu à toutes les questions. Il y en a qui ont été posées sur les herbes. J'ai aussi vu des questions sur les herbes. Sachez que vous pouvez aller sur le site alès.fr. Il y a tout le calendrier des jours où les équipes vont passer quartier par quartier avec les dates pour vous dire quand on passe dans les quartiers. Je rappelle 800 km de rue à entretenir. Et donc les services passent. Il y a un agenda que j'ai fait publier sur alès.fr qui vous permet de savoir quand est-ce qu'on passe dans vos rues, sachant que c'est à chacun d'entre nous, devant son portail, d'entretenir l'herbe. C'est le code civil, là je rappelle aussi, on doit entretenir son devant de porte, comme quand il y a des ruisseaux, la moitié du ruisseau, côté sa propriété. C'est la loi française, il faudrait que chacun les fasse. Pour terminer, donc, je vous rappelle, comme chaque année, depuis 30 ans, on lance une enquête. Depuis un an, c'est une enquête digitale. Je vous engage vraiment à y répondre, ça prend quelques minutes. Vous pouvez flash-coder sur le prochain journal, il y a un flash-code, ou vous allez sur alès.fr qui vous renverra à partir du 3 juin, sur l'enquête. Donc les réponses sont très importantes hein, pour nous, aussi bien sur l'agglo que sur la ville d'Alès ou d'autres communes, hein, puisque les maires avaient la possibilité de poser des questions aussi. Donc je vous demande aussi de bien répondre sur votre âge, votre profession, tout ça, parce que ça va nous permettre, nous, de faire des panels représentatifs. Et dans ces questions, on va vos priorités, ce qui va bien. Je vais vous parler aussi de ce que je lance au mois de juillet, à la fin des États généraux. Je vous en reparlerai au prochain Facebook Live, des ateliers du cœur de ville pour faire un bilan des États généraux, puisque avec l'inauguration du marché le 28 juin, on finira les États généraux avec la Grand Rue Jean Moulin. Donc on va faire le bilan et on va se projeter encore. Donc ceux qui sont intéressés pour participer à ces réunions de travail qui vont durer de juillet à octobre, ben écoutez, vous avez la possibilité de le dire, vos préoccupations, vos priorités, ce qui va pas, donc aussi bien la ville que l'agglo. Merci d'y répondre, c'est très très important parce que ça me permet moi de savoir vos attentes et de répondre au mieux. Vous le savez, moi mon objectif est tout simplement de vous satisfaire et d'essayer de vous rendre la vie la plus agréable possible dans cet espace du bien vivre, dans cette ville du bien vivre, quand on se compare
on se rassure, comme disait l'autre. Effectivement, c'est vrai que tout n'est pas rose dans ce monde. Je le sais, je le partage. Je vois beaucoup de problématiques des gens tous les jours dans la rue. Tous les jours, je rencontre des dizaines d'Alésiens. Beaucoup vont bien, ils me saluent tout à fait gentiment. D'autres ont des problèmes. Je suis là pour essayer d'y remédier. Et en tout cas, cette étude va nous permettre, comme les réunions de quartier auxquelles je vous engage vraiment à venir, c'est toujours des moments sympathiques de rencontre sur site. Voilà, cette démocratie directe que nous avons mis en place avec Max Centre depuis 30 ans continue, et c'est comme ça que je compte continuer d'œuvrer de longues années avec vous au quotidien pour répondre à vos interrogations. Je vous remercie de votre fidélité, les 20 heures. Je vous souhaite une bonne feria à toutes et tous. Les questions continuent d'arriver, je suis désolé, mais on continuera d'y répondre hors Facebook Live si possible. Mais j'ai dit 1 heure, c'est 1 heure. Donc je vous souhaite une belle feria, un bel été. Rendez-vous fin juin, le 24 juin, je crois. Je rentrerai de Paris où j'ai un rendez-vous ce jour-là avec la ministre de la Ville pour voir ça. Il y a plein de bonnes nouvelles quand même qui nous arrivent. Bye bye. Écoutez, on va se rencontrer sur la feria, toutes les festivités. Merci, bonsoir et à bientôt. Au revoir. Ciao.